Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue l'actualité de la semaine. Ce soir, on parlera essentiellement justice internationale et politique. Et pour décrypter, analyser et commenter l'actualité, je reçois pour vous, chez vous, Antoine Assaletier-Moko, journaliste, directeur général de l'hebdomadaire L'éléphant déchaîné. Kra Bernard, journaliste au journal L'Expression. Jean Bonnet, il est juriste analyste politique. Félix Boni, journaliste éditorialiste. Et Aristide Nkenda, qui est également journaliste éditorialiste. Bonsoir, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Ali. Bonsoir, Ali. Merci beaucoup. Alors, tout d'abord, la justice internationale, les juges de la Cour pénale internationale, CPI, ont décidé de mettre fin à certaines conditions imposées à la mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. On fait le point avec Salif Yalekwe. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a décidé ce vendredi de modifier les conditions de mise en liberté de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, ancien leader de la galaxie patriotique. Selon un communiqué de presse de la CPI, diffusé via son site internet officiel, la Chambre d'appel a décidé de révoquer les conditions suivantes. 1. Ne pas se déplacer en dehors des limites de la municipalité dans laquelle il réside dans l'état d'accueil, à moins d'y avoir été expressément autorisé au préalable par la Cour. 2. Remettre au greffe toutes les pièces d'identité dont il dispose, en particulier leur passeport. 3. Se présenter chaque semaine auprès des autorités de l'état d'accueil ou auprès du greffe. Par contre, la Chambre a décidé de rejeter la requête de la défense de Laurent Gbagbo, demandant à la Chambre de réexaminer son arrêt, lui accordant, ainsi qu'à l'ancien secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire, Blé Goudé, une mise en liberté conditionnelle. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés lors d'un procès en première instance qui s'est tenu entre janvier 2016 et juillet 2019 de toutes les charges de crimes contre l'humanité prétendument perpétrées en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011. Voilà, chers invités, comment vous réagissez au développement de cette nouvelle actualité liée à la situation de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? Jean Bonnet? Je pense que beaucoup d'Ivoiriens ont manifesté leur joie. Le président du FPI a tweeté donc, pour se réjouir de de l'assouplissement donc, des conditions de la conditionnelle de M. Laurent Gbagbo. On espère que c'est une première étape vers une libération définitive afin qu'il puisse revenir en Côte d'Ivoire auprès donc, de sa famille politique, sa famille biologique et des Ivoiriens. Beaucoup de personnes ont vite fait de croire que les deux hommes sont définitivement, totalement libres. Est-ce là, Salé? Non, je pense qu'on n'en est pas encore là pour le moment, et qu'il faut être dans une analyse très objective pour que les Ivoiriens comprennent réellement ce qui se passe dans cette affaire. Au départ, il y avait une bataille juridique sur un principe que la Cour d'appel avait créé, à savoir que quelqu'un qui est acquitté peut voir sa liberté restreinte s'il y a un appel qui frappe la décision. Les avocats de M. Gbagbo estimaient qu'en aucune manière, quelqu'un qui est acquitté ne peut être empêché de se déplacer librement et que la liberté est totale dès l'instant où il y a acquittement. C'est sur ce principe-là qu'il y avait le débat. Le débat a été fait. La Cour a rendu une décision hier sans tambour ni trompette, mais a rejeté la demande des avocats de Gbagbo disant qu'aucune restriction ne pouvait être apportée à la liberté de personnes acquittées. En revanche, ils ont assoupli les conditions qu'eux-mêmes avaient imposées aux deux acquittés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a encore des conditions, même si maintenant ils ont une liberté de mouvement, mais il y a deux conditions qui sont essentielles. C'est que M. Gbagbo et M. Blé Goudé peuvent aller dans tous les 123 pays qui reconnaissent la compétence de la CPI, à condition que ces pays-là acceptent de les accueillir. Par conséquent, avant de partir, avant de se déplacer, ils doivent signifier au greffe de la CPI le nom du pays dans lequel ils entendent partir. Et c'est à la CPI, c'est au greffe de s'adresser aux autorités de ce pays-là pour demander s'ils sont d'accord d'accueillir les personnes concernées. Et donc, il y a toujours des conditions qui sont imposées aux deux personnes acquittées. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une avancée juridique
importante pour M. Gbagbo et M. Blé-Goudé de savoir que désormais, ils ne sont plus astreints à la superficie seule de leur municipalité et que par conséquent, ils peuvent aller plus loin dans leurs mouvements. Félix Bonnet? Je pense que la Cour pénale internationale est restée dans sa logique, celle qui l'a poussé à toujours rejeter cette demande de liberté provisoire, parce que pour la Cour, il faudrait être certain que s'ils bénéficient d'une certaine liberté provisoire, au cas où la Cour aura besoin d'eux, puisque le procès continue, il y a un appel par rapport à l'acquittement, ils soient certains qu'ils pourraient les avoir pour pouvoir se rendre disponibles. Et c'est la raison pour laquelle la Cour a bien précisé que les deux personnalités peuvent se déplacer dans tous les pays, mais uniquement les 123 pays qui ont ratifié le traité de Rome. Et les conditions ont été également... il y a des conditions qui n'ont pas encore été levées, il faut le noter, parce que même dans la municipalité dans laquelle ils résident, s'ils devraient se déplacer au-delà de cette municipalité, il faudrait s'adresser à la Cour. Ça veut dire qu'il y a encore quelques restrictions. Ils peuvent se déplacer, sortir de là où ils sont présentement, mais il y a encore quelques restrictions. Et je pense que ces restrictions sont liées éventuellement à la suite des débats. Mais il faut le noter, c'est une victoire importante pour ces deux présumés, acquittés. Non, présumés acquittés, parce que pour l'instant, ils ne sont pas totalement acquittés. C'est une victoire parce qu'il y a eu plusieurs fois, les avocats de M. Gbagbo et Blé-Goudé ont relancé la requête pour leur libération. Ça a été rejeté et pour la première fois où ils obtiennent un souffle, c'est-à-dire c'est comme un oiseau qu'on sort de cage, qui peut maintenant se balader un peu dans une cage un peu plus grande. Je pense que c'est une victoire et ils peuvent, je comprends un peu ceux qui se sont soulagés et qui se sont réjouis. Il y a de quoi. Grand Bernard? Oui, effectivement, comme le dit Bonnet, tous ceux qui ont manifesté des signes de joie à la suite de cette décision, ont ce droit légitime d'exprimer leur joie. Quand on se reconnaît en quelqu'un et que ce dernier bénéficie des conditions souples, dans un tel contexte, c'est légitime pour eux de manifester leur joie. Mais là où il faut être un peu mesuré, c'est quand on entend dire que Gbagbo et Blé-Goudé sont complètement ou totalement libres. C'est ce que je dis pour peut-être être dans le champ lexical du présent. Je dirais que dans cette liberté, il y a encore des conditions barrières. Félix en a parlé tout à l'heure. Il a même dit que d'abord, le pays d'accueil, il faut que ce pays d'accueil soit un État partie du statut de Rome. Or, nous savons que sur des pays de la place, il n'y a que 123 pays. Et ces 123 pays, il faut formuler la demande pour que ce pays puisse accepter, et pour que la Russie puisse accepter d'aller dans ce pays. Donc, il y a beaucoup encore de gestes barrières. Quelle est cette liberté où quand on est dans une commune, pour pouvoir sortir, il faut demander l'autorisation à quelqu'un. Pour pouvoir se déplacer, il faut demander l'autorisation à quelqu'un. Oui, je dirais que les partisans de M. Gbagbo ont le droit de célébrer leur joie, mais qu'ils sachent qu'il y a encore des gestes barrières, comme je le dis. Gestes barrières, situation oblige, évidemment. Absolument. Nous sommes dans le contexte des gestes barrières. Aristide? Oui, Ali, ce que je voulais dire, je crois que Antoine l'a bien résumé. C'est-à-dire que, et d'ailleurs Félix est revenu dessus et même Kra, c'est que en réalité, quand on observe bien, pour moi, rien n'a bougé. Puisque le procès continue, et même s'ils doivent sortir, aller là où ils veulent, ils ont déjà dit qu'ils vont dans les 123 pays qui sont signataires du traité de Rome. Ensuite, il faut se référer au greffe pour que le greffe contacte les pays et que les pays acceptent de venir. Mais l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, ce n'est pas d'aller dans des pays. L'enjeu, Laurent Gbagbo est un homme politique, Charles Blé-Goudé est un homme politique. Ils ont envie de revenir dans leur pays pour prendre part au débat politique. Et il se trouve que parmi les 123 pays, il y a la Côte d'Ivoire. Mais l'enjeu, c'est que Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé reviennent en Côte d'Ivoire. Or, il se trouve qu'en 2010, Laurent Gbagbo a dit que le gouvernement en place, le régime qui est là depuis 2 mandats, n'a pas gagné les élections en 2010, n'a pas reconnu la victoire. Est-ce que vous pensez que ce vieux débat va ressurgir encore sur la place? Je crois qu'Antoine l'avait déjà dit ici, que l'enjeu, il est d'abord politique. Parce que quoi? Ils doivent revenir en Côte d'Ivoire. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'aller dans n'importe quel pays, c'est de venir en Côte d'Ivoire. Pour revenir en Côte d'Ivoire, il faut que les autorités en place donnent l'autorisation, puisqu'ils seront saisis par le greffe de la Cour pénale. Et il faut que la Côte d'Ivoire accepte. Et si la Côte d'Ivoire accepte de faire venir Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé, ça veut dire que Laurent Gbagbo et Charles Blé-Goudé reconnaissent dans l'autorité du pouvoir qu'ils n'ont pas reconnu en 2010. Donc il y a un dilemme. Ensuite,
il y a un autre problème. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect politique, il y a aussi l'aspect familial, parce que c'est vrai que c'est sa vie privée, mais quand vous exposez votre vie privée, elle devient publique. Vous savez que Laurent Gbagbo vit en Belgique parce qu'il il est allé en Belgique parce qu'on a dit qu'il avait sa deuxième femme qui y est. Et en Côte d'Ivoire, il y a sa femme, que tout le monde connaît, Mme Simone Gbagbo. S'il revient en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il va s'installer chez Mme Gbagbo? Et si s'installe chez Mme... Oui, ça a l'air de rien. S'il ne s'installe pas chez Mme Gbagbo, c'est là qu'il comprendra que les gars même qui disent Gbagbo ou rien sont souvent doux et amers. Parce qu'à partir de ce moment, vous avez suivi quand il y a eu ces photos qui ont tué lors de sa sortie en Belgique avec sa deuxième épouse, vous avez vu la réaction de ses proches, notamment une certaine Annie Thielé qui a fait une vidéo où donc, il y aura ce débat. Donc, le problème de Laurent Gbagbo est très complexe et je voulais simplement dire que il vaut mieux un bon arrangement qu'un mauvais procès. On a toujours dit, quand il y a eu les élections de 2010, tout part de là. Quand on lui a dit de laisser, il n'a pas écouté. Et aujourd'hui, vous voyez ce que ça fait. Aujourd'hui, l'envie de prendre part, c'est non politique, c'est un monstre politique. Il a envie. Justement, ça m'amène à vous poser la question de savoir quelle est l'incidence de cette nouvelle actualité dans l'affaire Gbagbo et Blé Goudé sur la vie politique en Côte d'Ivoire. Bon, moi je pense que Aristide est en train de retenir un peu en arrière. Je pense que beaucoup d'eau a coulé sous le pont. La Côte d'Ivoire n'est plus ce qu'elle était en 2010. Et tous les belligérants ont compris qu'il y a une nécessité à aller à l'apaisement pour que les Ivoiriens enfin sortent de cette période certaine de spirale de guerre. Spirale de guerre et continue. Tout à l'heure, le FPI, le FPI, tu se reconnais de la branche Gbagbo ou rien, M. Assoadou a fait une conférence de presse au cours de laquelle il a appelé les autorités ivoiriennes à poser un acte historique qui pourrait amener les Ivoiriens au... D'ailleurs, on a la déclaration d'Assoadou, si vous le permettez, on l'écoute et puis on poursuit le débat. Okay. Assoadou. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont désormais libres de tout mouvement, y compris leur retour sur la terre de leurs ancêtres. Le Front populaire ivoirien lance enfin un appel solennel au président Alassane Ouattara, au gouvernement et au RHDP unifié afin qu'ils saisissent cette opportunité historique pour créer les conditions d'un véritable dialogue républicain en vue de la paix et de la cohésion nationale. Pour le Front populaire ivoirien, l'heure de la réconciliation a sonné. Retour sur le plateau du NCI 360. Nous venons d'entendre Assoadou, qui porte la tendance du FPI, communément appelé Gbagbo-Orien. Je vois Jean Bonnin qui remue la tête. Vous aurez l'occasion de prendre la parole tout à l'heure. On laisse Antoine Assalé-Tiemoko poursuivre son commentaire. Oui, non, je voulais dire qu'il y a 2 ou 3 mois, sur ce même plateau, j'avais dit que quand ce procès évoluerait vers une libération de M. Gbagbo et de Blé Goudé, il y aurait une phase politique au cours de laquelle le FPI et le régime en place devaient s'asseoir pour organiser le retour de M. Gbagbo. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce sont les autorités ivoiriennes qui doivent faciliter le retour de M. Gbagbo Laurent ici en Côte d'Ivoire. Si ces autorités mettent des obstacles, il sera difficile à M. Gbagbo de venir ici. Il a suffi que je dise ça pour que, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, une nouvelle levée de boucliers. Levée de boucliers, les pro-Gbagbo m'ont agoni complètement, comme il faut le dire. Aujourd'hui, on revient un peu au réalisme. Nous sommes des journalistes, notre rôle n'est pas de dire pour plaire, mais de dire ce qui est vrai. Et donc aujourd'hui, il est clair que pour que M. Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire, il faut que les autorités ivoiriennes acceptent qu'il revienne. Parce que les conditions que la CPI pose, c'est quoi? On dit que M. Gbagbo ne peut aller que dans les pays qui reconnaissent la compétence de la CPI. Parce que le procès peut continuer en appel, après l'appel. Et donc, il faut que M. Gbagbo et Blé Goudé soient disponibles et que les autorités qui les accueillent soient dans la dynamique de les laisser partir à leur procès quand il y a une convocation. Or, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a dit, M. Ouattara a dit, que plus jamais aucun Ivoirien n'irait à la CPI. Ça peut être un obstacle. Parce que si M. Gbagbo et M. Blé Goudé reviennent en Côte d'Ivoire, il n'est pas évident que les autorités ivoiriennes les laissent répartir encore à la CPI pour le procès. Et donc tout ça là peut être des obstacles à leur retour. Par conséquent, Assoadou a raison aujourd'hui
d'appeler les autorités ivoiriennes à un dialogue historique pour qu'ils créent ensemble les conditions de leur retour. Parce que M. Gbagbo Le Roi n'est pas n'importe qui, c'est un ancien chef d'État. Et quand il revient dans son pays, des conditions de sécurité doivent être organisées par ceux qui sont en place afin que rien ne lui arrive. Et même ces ressources qui ont été bloquées depuis des années doivent être rétablies. Tout ça, c'est des conditions. Et donc, M. Assoadou, aujourd'hui, revient un peu à la réalité. Et je suis content que les gens reconnaissent cela aujourd'hui. M. Jean Bonnet, M. Assoadou adopte aujourd'hui une position adoptée par Pascal Affi-N'Guessan il y a quelques mois. Vous comprenez ce revirement? Oui, je me félicite. Le retour à la réalité. Je me félicite qu'ils aient compris que la politique ne se fait pas avec les émotions. Et que la politique n'est pas un exutoire de ces frustrations, mais la politique doit être un instrument au service donc, du développement de la Côte d'Ivoire, au service de la cohésion. Affi-N'Guessan est très jaloux des principes du FPI qui sont asseyons-nous et discutons. On ne discute pas avec ses amis, on discute avec tout le monde. Et donc, lorsqu'il est sorti de prison, la ligne qu'il a adoptée, c'est qu'il fallait discuter, négocier avec les autorités en place pour que les détenus politiques puissent être libérés. Ça a été fait. Pour que les exilés politiques puissent revenir, ils sont revenus. Quand il est allé rencontrer Gbagbo à Bruxelles, il a plaidé auprès de Gbagbo pour un retour de tous les détenus, des exilés, y compris Gbagbo, Soro Guillaume, Akossi Bendio et les autres. Et il a donc rencontré M. Kablan Duncan pour plaider donc cette cause-là. Je me rappelle à l'époque, Madame Maître Abiba s'est défendue une déclaration pour dire que Gbagbo n'avait pas demandé à Affi-N'Guessan d'aller. Bon, aujourd'hui, c'est ce que Assoadou dit. Il veut rencontrer le président de la République, il demande au président de la République de favoriser ce retour-là. Voilà, donc je me réjouis finalement que ce que les autres reprochaient à Affi-N'Guessan, aujourd'hui, il marche dans ses sillons. Donc finalement, que de temps perdu. Que de temps perdu. Parce que il faut qu'on se dise les choses. Le principal obstacle au retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, ce sont ses propres partisans, qui ne veulent pas s'inscrire dans une logique d'apaisement, dans une logique de cohésion, mais qui veulent rester dans une logique de confrontation, de belligérance. Or, avec le président Affi-N'Guessan, on veut s'inscrire dans une autre dynamique. On estime que la Côte d'Ivoire a souffert de ces crises à répétition et qu'aujourd'hui, comme M. Assoadou le dit, il faut donc organiser la réconciliation, l'unité du pays pour qu'on puisse avancer. On ne peut pas rester en permanence dans la confrontation des muscles ou des biceps. À un moment donné, il faut qu'on confronte maintenant les neurones. C'est ce que les populations attendent. Alors, je me félicite vraiment que Assoadou marche dans les sillons du président Affi-N'Guessan. Félix? Je pense que je m'inscris pratiquement dans la même ligne parce que si on se rappelle très bien, le jour même de la fin de la crise post-électorale, le président Gbagbo avait dit comme ça qu'on a fini la phase de la belligérance, place maintenant à la politique. Je pense que depuis lors, le dialogue devait commencer à triompher et que les positions devaient commencer à s'assouplir. Il y a un homme politique ivoirien, je crois bien que ça doit être Rufo-Boigny, qui a dit qu'il faut toujours commencer par le dialogue, parce que même après les crises, on va terminer par le dialogue. Et je crois que c'est dans cette logique que Assoadou s'est inscrit aujourd'hui. Dans tous les cas de figure, il ne faut pas aussi leur jeter totalement la pierre parce que parfois on voit la portée du dialogue lorsqu'après avoir engagé peut-être l'épreuve de force, on a vu que l'équilibre de la force n'est pas à ça. Vous avez entendu tantôt Assoadou qui a dit, qui appelle le président de la République, ça dit qu'il reconnaît que le président de la République c'est Ouattara maintenant, ça veut dire que quelque part on a fini par établir, j'allais dire, la logique de l'équilibre aujourd'hui montre que le président de la République, c'est M. Ouattara et que M. Assoadou est obligé, qu'il lui plaise ou pas, de reconnaître que celui qui décide en ce moment, c'est M. Ouattara. Tout à l'heure, lorsqu'on parle, je pense que Saleh, qui parlait un peu de ce retour, cette question du retour, moi je pense que si le président Ouattara a pu libérer Simone Gbagbo en août 2019, je crois que le même président Ouattara, il est encore capable de mettre de l'eau dans son vin et permettre à Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui au nom de la réconciliation. Je crois que ce sera un geste fort que le chef de l'État aura posé, un geste qui va encore
rappeler le dernier geste qu'il a posé le 5 mars dernier en disant que je ne suis plus candidat, il faut laisser la place à une nouvelle génération. Je crois que tout cela va contribuer à faire rentrer dans l'histoire le président Ouattara. Et sur la question, je pense que Laurent Gbagbo et Blé Goudé ne sont pas dangereux. La clause qui dit que dans la commune où il réside, même s'il devrait sortir de cette commune, il faut s'adresser non pas aux autorités communales, même à la CPI. Ça veut dire que s'ils rentrent même à Abidjan, qu'ils habitent à Cocody, pour sortir de Cocody, même pour aller à Yopougon, il faut s'adresser à la CPI. Ils ne sont pas dangereux. La CPI a dit qu'ils peuvent se prononcer sur tout, sauf de l'affaire à la CPI. Ils peuvent rester à Cocody et puis parler politique. Mais quand on n'a pas la possibilité de se déplacer... Je pense qu'on fait une confusion. Hein. Oui. La condition selon laquelle, pour sortir de la municipalité dans laquelle il se trouve, oui, ils doivent saisir d'abord la CPI. C'est au niveau de Bruxelles. Dans la décision qui est rendue, cette clause a complètement sauté. Ils peuvent aller partout où ils veulent maintenant. Ils peuvent aller partout où ils veulent maintenant. Pas forcément selon dans un commissariat, voilà, comme c'était le cas. Dans tous les cas de figure, tous les cas de figure, ils peuvent aller partout maintenant. Voilà. Dans tous les cas de figure, le pays a des dirigeants. Je pense que pour la réconciliation nationale aujourd'hui, cet appel, d'autant plus qu'Assoadou est le relais, pour moi, le relais sûr de Laurent Gbagbo. Je suppose que cette conférence de presse qu'il a tenue a été faite en accord avec Laurent Gbagbo. Je pense que pour la réconciliation nationale, le président Ouattara tient en main une autre opportunité encore de rentrer encore grandement dans l'histoire. Et moi, je pense qu'il faut saisir cette opportunité pour aplanir tous les différends, pour que la Côte d'Ivoire rentre dans une autre phase. Jean Bonin, 10 secondes. Oui, le président Ouattara, au cours d'une interview, je ne sais plus, je crois que c'était sur France 24, il a dit qu'il ne s'oppose pas au retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, si on reste dans cette logique, il ne devrait pas s'opposer à ce retour. Puisqu'il l'a dit. Oui, mais ça, c'est la parole du politique. C'est la parole du politique. Alors, il ne s'oppose pas, mais juridiquement, nous savons tous que ce soit Laurent Gbagbo ou Blé Goudé, ils sont sous le coup de condamnation très lourde en Côte d'Ivoire. Ils arrivent juste à l'aéroport et le président de la République, Simon Gbagbo était aussi sous le coup d'une condamnation. Qui sont condamnés, qui ne sont pas Simon Gbagbo était barreau. Alors, on va permettre à Kra Bernard de réagir. Je termine sur la question. D'accord, rapidement. Simon Gbagbo était sous le coup d'une même condamnation de ce genre. Je pense que le président de la République a la possibilité de prendre une décision politique pour pouvoir leur permettre de rentrer, c'est-à-dire de sauter le verrou de la justice, de cette condamnation de justice, pour qu'ils puissent rentrer. Et je pense que là, ça aussi, c'est possible. Kra Bernard, c'est votre avis? Effectivement, le président Ouattara a dit qu'il n'est pas opposé à un éventuel retour de M. Gbagbo ici en Côte d'Ivoire. Je pense que Jean Bonnet lui-même l'a dit ici. Les premiers adversaires au retour de Laurent Gbagbo en terre ivoirienne, ce sont ses propres partisans. À commencer par M. Assoadou. Alors, depuis 2010, voici des gens qui réussissent à reconnaître l'autorité d'un président de la République. Et il s'est plaisamment appelé M. Gbagbo, M. Gbagbo. Alors, Monsieur Ouattara, vous voulez dire? M. Ouattara, autant pour moi. M. Ouattara. Alors, pourquoi faire de la reconnaissance des circonstances? Aujourd'hui, ils savent que M. Ouattara peut peser dans la balance pour le retour de M. Gbagbo en terre ivoirienne. Il a eu une conférence de presse et il interpelle M. le Président de la République. Je pense que quand on fait de la politique, à un certain moment, il faut être conséquent. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Vous pensez que c'est 2 poids 2 mesures, il y a une mauvaise foi derrière? Vraiment, je dis qu'il faut être conséquent en politique. Ils l'ont dit, la question qui revient à tout le monde, chez les gars, comme on les appelle, qui a gagné les élections en 2010? Le débat n'est plus à ce niveau. Le monsieur a fait presque 10 ans au pouvoir. Vous êtes là, qui a gagné les élections en 2010? On est en train de préparer une 3e élection après celle de 2010. On n'est plus à ce niveau. Et vous êtes là, M. Ouattara. Aujourd'hui, comme ça chauffe en griffe, vous reconnaissez l'autorité de M. Ouattara. Alors, sur l'incidence de cette décision de la CPI sur la vie politique en Côte d'Ivoire, je pense quand même qu'il faut aussi être mesuré. Je vois sur les réseaux sociaux, dans plusieurs journaux, le retour de Gbagbo va vraiment sonner de la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est comme si le jour où Gbagbo met les pieds en Côte d'Ivoire, tout le monde va s'embrasser sur la bouche, on va se retrouver avec des rameaux d'olivier. Bon, je ne sais pas si ça sera possible. Mais Gbagbo lui-même, là, sa première responsabilité, son premier défi quand il va revenir, c'est chercher à réconcilier son propre parti. Le parti est au bord
enfin, en pleine déliquescence. Non, non, pas du tout. Bon, je le dis. Aujourd'hui, entre Gore, M. Assou-Adou, veut même pas voir M. Afing-Guessan. M. Assou-Adou, M. Afing-Guessan, c'est Simone pas Babo ne régulièrement. veut pas voir Nadi Bamba. Alors, quel est ce parti Nadi Bamba n'est pas militant du FPI. Il faut chercher d'abord à réconcilier son propre parti avant de vous chercher à... Non, dans tous les partis, il y a des dissensions. Des dissensions. Mais, la preuve, actuellement, le FPI est dans une dynamique unitaire. Assou-Adou, Afing-Guessan se rencontrent régulièrement. Et la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était pour parler de l'organigramme du parti unifié. D'accord. Oui, à cela s'ajoute même des scènes de ménage. Donc vous voyez que ça sera on a bien compris. Aristide? Oui, c'est ce que Krabena évoque en position qui m'intéresse. Vous voyez, quand je vois Assou-Adou, professeur Assou-Adou, qui parle au nom du FPI, mais ce n'est pas le FPI. Moi, je l'ai toujours dit ici. Il faut qu'on soit clair. Il y a un seul FPI qui est légal. Il faut qu'on soit d'abord dans la légalité. Vous parlez de la réconciliation, vous-même, vous n'êtes pas unis dans votre propre camp. Vous voulez unir, vous voulez réconcilier les Ivoiriens et vous-même, vous êtes incapable de vous mettre ensemble. Arrivez d'abord à vous mettre ensemble. Il y a ce qu'on appelle les velléitaires, ceux qui disent ce qu'ils ne pensent pas. Et c'est pour ça que même vous voyez dans leur démarche, ils n'évoquent pas leur vision, parce que justement, il y a quelque chose qu'ils cachent. Il faut que les gens commencent par mettre de l'ordre dans leur parti, avant d'interpeller le chef de l'État. Non, il y a de l'ordre au FPI. Oui, mais vous n'allez pas interrompre les autres invités. Allez-y. Je suis désolé. Il peut y avoir plusieurs partis dans un pays. Sauf qu'il y a un désordre dans le pays, parce qu'au ministère de l'Intérieur, le président du FPI s'appelle Pascal Afing-Guessan. Alors s'il y a plusieurs FPI... Comment vous le qualifiez, la frange de la gauche c'est une dissidence qui se réclame être FPI, comme on appelle communément, tendance Gbagbo-Orien? Il y a une dissidence au sein du FPI. D'accord, donc on doit l'appeler la dissidence. Dissidence au sein du FPI, comme au RHDP, il y a eu une dissidence qui a fait que Sorogium est sorti à un moment donné, qui a fait que Amontano Marcel est sorti. Ça ne s'appelle pas RHDP, hein? Oui, il s'appelle GPS. Oui, mais ils sont sortis du RHDP. Donc, quand vous avez cette enquête... Alors, on ne va pas s'éterniser sur ce débat. Je vous propose une dernière question sur ce sujet avant de passer au prochain sujet. Quelles sont les perspectives pour la procureure Fatou Bensouda dans cette affaire? Oui, moi, je pense qu'elle ne paie rien du tout. Elle est procureure, elle fait son travail. On l'a plusieurs fois dit sur le plateau ici, je l'ai même toujours dit. Dès le départ, le procès procureur de la CPI contre Laurent Gbagbo et Blé Goudé était mal parti. Parce que le spectacle auquel on a assisté, ces témoins amnésiques qui ne se rappellent pas d'où ils sont nés, d'où ils viennent, et qui sont partis pour parler de crimes contre l'humanité, on savait tous que ce procès-là allait partir en vrille pour la procureure. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire pour Bensouda, c'est qu'elle a hérité d'un dossier qui avait été mal goupillé dès le départ par le procureur Ocampo. C'était des coupures de journaux, c'était des choses qu'on a ramassées ici à gauche, à droite, parce qu'on était dans l'urgence et il fallait monter un dossier. Ça a été monté, on est arrivé à la CPI. Mais la CPI, je l'ai toujours dit, malgré le fait que les gens m'attaquent quand je dis ça, je dis qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo, ses partisans disent qu'il rentre dans l'histoire, mais parce qu'il y a eu un procès qu'on a suivi en direct et où on a vu que la défense avait droit à la parole. En Afrique, ici, généralement, les procès les avocats se déportent toujours parce que le parquet s'organise pour que la défense n'ait pas droit à la parole. Les avocats titrent le procès. Et donc, à ces pays, les avocats ont eu droit à la parole. Ils ont défendu les clients. Et chacun a fini par aimer le droit. Et donc, aujourd'hui, tel que ça se termine, on n'est pas surpris, même s'il y a encore la probabilité qu'il y ait nos procès, mais au moins, on sait qu'il y a eu un procès qui, plus ou moins, a été équitable et que les droits des prévenus ont été clairement respectés. Oui. Je crois que je vais prendre une image. Il y a une finale de Coupe du Monde de football où je crois l'Allemagne face au Brésil qui a battu le Brésil à plus de 4-0. On est procureur pas pour gagner tous ces procès. Hein. On est procureur pour défendre ses arguments et pouvoir ne pas aussi être suivi par la justice. Elle n'a pas à s'en vouloir. Elle a joué son va-tout. Et puis, ce n'est pas un dossier c'est un dossier dont elle a hérité, comme le dit Assalé. Donc, elle a joué son va-tout. Elle a eu même déjà le mérite d'avoir même pu faire durer le procès jusqu'à maintenant. Je crois que c'est la première fois que cette question de liberté provisoire, d'assouplissement, de conditions, tout ça est obtenu. À chaque moment, elle a obtenu chaque fois quand elle introduisait une requête, elle obtenait, l'avis favorable de la Cour. Donc, elle ne devrait pas s'en vouloir. Je pense qu'il n'y a pas de profil bas à avoir dans un procès. Je poursuis, la justice tranche.
La justice a ses arguments pour trancher. Elle continue encore de faire. Elle a encore, je crois, elle a dû même introduire encore une autre requête. Et on va suivre encore la requête. Elle joue son va-tout en tant que juriste. Au bout, ce que la justice aura décidé, le monde entier va acter et elle va poursuivre son chemin. Très bien. D'accord. Écoutez, moi, je ne vais pas peut-être axer mon intervention sur l'issue de ce procès, mais plutôt sur l'héritage que ce procès va laisser à la postérité. Il y a une crise post-électorale en Côte d'Ivoire qui a fait 3000 morts. Et 10 années après, on ne sait pas qui a tué ces 3000 personnes. Ça veut dire que nous sommes dans un pays, c'est comme s'il n'y a rien eu, on va revenir, on va continuer à vivre comme par le passé. On le dit toujours, l'impunité d'aujourd'hui est le crime de demain. Ces victimes, que diront-elles quand on va voir tous ces bourreaux supposés se pavaner dans les rues d'Abidjan? Je pense qu'il faut faire beaucoup attention. Quand il y a une crise dans un pays, il y a plusieurs mécanismes de justice transitionnelle pour gérer ce type de passif. Il y a eu un procès, ils ont été acquittés. Je ne vais pas revenir sur les circonstances de cet acquittement, ni encore moins les conditions de cette mise en liberté aujourd'hui. Mais ce que je note, c'est que nous allons allègrement vers les premières victimes. Enfin, les victimes des 3000 morts de la crise post-électorale vont mourir pour une seconde fois et c'est dommage pour notre... Alors, Ali, je voulais juste dire, on parle comme si le procès était terminé. Le procès n'est pas encore terminé, je crois. Hein? Non, le procès n'est pas terminé. Le procès n'est pas terminé. Et donc, quand on parle d'acquittement, je crois que quand on va en appel, c'est qu'on suspend l'acquittement, même s'il y a l'assouplissement des conditions de restriction des libertés. Je voulais juste rappeler un fait historique. Vous vous souvenez l'histoire de Klaus Barbie, hein? Klaus Barbie, c'est 40 ans plus tard qu'on l'a arrêté. Et je vous ai dit, il y a deux sources juridiques. Il y a la source anglo-saxonne qui est accusatoire et la source romano-germatique qui est par le juge d'instruction. Au départ, comme il a dit, Ocampo a mal ficelé. Bensouda a pris le dossier. Quand elle fait appel, c'est qu'elle va compléter le dossier. Et quand on dit que le procès continue, on n'a pas encore... Il y a la présomption d'innocence. Mais on n'a pas encore donné le verdict définitif. Donc le procès n'est pas encore fini. Je voulais rassurer Krabena pour dire que les victimes n'ont pas à dire maintenant que c'est définitif. Parce qu'en réalité, quand on lit les titres des journaux, souvent, les titres sont incitatifs et donnent l'impression que le verdict, c'est définitif. Non, le procès n'est pas encore fini. C'est qu'on a juste assoupli les conditions et on a même rejeté une des demandes de la défense, hein, qui voulait la mise en liberté provisoire. Ils ont rejeté. Donc, l'histoire de Klaus Barbie doit nous interpeller parce que quand il y a crime contre l'humanité, même si pour l'instant ça a été rejeté en première instance, ça ne veut pas dire que le procès est terminé. Très bien. Jean Bonin? Non, de mon point de vue, d'un strict point de vue technique, le procès est terminé. Je crois qu'actuellement nous gérons ce que j'appelle la phase politique du procès. L'objectif étant probablement de maintenir M. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé hors de la sphère politique ivoirienne, au moins jusqu'au 31 octobre. Sinon, il a été acquitté. Il a été acquitté. Il a posé une question intéressante. Il y a eu 3000 morts. Messieurs Blé Goudé et Gbagbo Laurent ont été acquittés. Alors, quels sont les responsables de ces 3000 morts? J'espère qu'un jour, comme il pose la question, on aura une réponse. Parce attention, qu'ils ont été acquittés. C'est très dangereux ce qu'il dit. Ils vont être définitivement acquittés. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Comme je dis, on gère la partie politique du procès. Et donc, on assiste à des choses qu'on n'a jamais vues à la CPI. Même aux États-Unis, il y a des hommes qui commettent des crimes. Et ils sont libérés sous caution. Ils perdent de l'argent et puis ils sont libérés en attendant que le procès se poursuive. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent, dont on disait qu'il ne présentait pas des garanties de représentation, et donc pour cela, il fallait le maintenir, aujourd'hui, il est libre de ses mouvements. Donc, je crois que la prochaine étape, ça va être la libération. Et cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Cela nous fait nombre de temps. Mais la question je vais juste poser la question. Est-ce que lorsqu'on fait appel, lorsqu'il y a eu un acquittement, comme ça a été le cas en janvier 2019,
et que la procureure fait appel, est-ce que le procès est terminé? Quand tu dis le procès est terminé, ce n'est pas vrai. Puisque récemment encore, il a été entendu, le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, ils ont été entendus. Et ils continuent. C'est pour ça qu'on veut qu'ils soient dans un pays où ils pourront répondre lorsqu'on les appelle. Ça veut dire que le procès n'est pas encore terminé. Monsieur Jean Bonnet, au début de l'émission, vous disiez non, le procès n'est pas terminé. Et là, Non, vous êtes en train de dire autre chose. Puisque je dis qu'on gère la partie politique du procès. Normalement, dans un tribunal, on ne devrait pas faire de la politique. Mais là, écoutez, M. Jean-Pierre Bemba a été acquitté, il est rentré chez lui. Mais parce qu'il n'y a pas eu d'appel. Le cas Gbagbo-Laurent, il n'a pas été, je dirais, acquitté pour certains chefs d'accusation. Il a été totalement acquitté. Totalement acquitté. Et donc, la procureure, on a bien vu que la CPI lui avait donné des délais supplémentaires pour enrichir son dossier qui était quasiment vide. Et je crois qu'on lui a donné 6 mois supplémentaires. Et en dépit de cela, elle n'a pas été capable de prouver leur culpabilité. Oui, non, je voulais dire que, bon, peut-être Jean Bonnet, en tant qu'analyste politique, lui peut s'autoriser à dire un certain nombre de choses. Mais nous, en tant que journalistes, nous avons l'obligation de dire ce qui est juste pour éclairer l'opinion. Il est clair que d'un point de vue politique, il y a des choses qui vont se passer. Mais dire que le procès est terminé, ça, ce n'est pas possible juridiquement. Oui. Dès l'instant où il y a un appel qui a été interjeté, bien sûr, il peut y avoir procès. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que la CPI dit que Gbagbo ne peut aller que dans les pays où la compétence de la CPI est reconnue. Parce qu'il faut qu'il réponde aux convocations en cas de besoin. Donc le procès, de ce point de vue-là, juridiquement, continue. Maintenant, quel va être son aboutissement? Ça, on ne peut pas dire si le tribunal a coup de tranche pour dire il est totalement libéré. En ce moment-là, on peut tous affirmer que c'est terminé. Mais ce que je voulais dire au-delà de ça, c'est quoi? Par exemple, prenez un pays comme l'Afrique du Sud, ou prenez un pays comme la Gambie, un pays comme le Burundi. C'est des pays qui ont signé et ratifié le traité de Rome, mais qui, depuis 2016, disent qu'ils veulent quitter la CPI. C'est vrai qu'en Gambie, il y a un nouveau président, donc maintenant, il veut repartir. Mais le Burundi a écrit pour dire qu'il se retire. L'Afrique du Sud a écrit pour dire qu'il se retire. Ces deux pays, la CPI n'acceptera jamais que M. Blé Goudé et M. Gbagbo y aillent. C'est ce qui est normal. Voilà, c'est tout à fait normal. La Côte d'Ivoire, ça peut être pareil parce que M. Ouattara a dit que plus aucun Ivoirien n'ira à la CPI. Donc si Gbagbo rentre ici, il n'ira plus à la CPI là-bas. Parce que ça pourrait même poser des problèmes. Donc, il faut que l'autorité ivoirienne organise le retour de ces personnes-là. Parce que comme on le dit, les Ivoiriens sont fatigués. Des crises à répétition. Y compris même les victimes. Et voilà, y compris même maintenant pour les victimes, ce que Krabena a dit tout à l'heure, c'est assez émouvant, mais ce n'est pas la faute à la justice. Si le parquet n'a pas été capable de prouver la culpabilité des prévenus. Vous voyez, dans un procès, il faut qu'on parle de crimes contre l'humanité. Ce n'est pas des suppositions, ce n'est pas de j'ai entendu dire, ce n'est pas de telle personne m'a appelé ou bien j'étais né ici. Non, ça n'a rien à voir. Il faut des preuves. Et on a tous vu, ce procès, on l'a vu, on l'a suivi. Et en tant qu'Ivoirien, moi, j'ai beaucoup souffert parce que je me suis dit, c'est quel spectacle ça? De personnes qui ne savent même pas de quoi elles parlent devant un tribunal. Donc, ce n'est pas la faute de la Cour pénale si le parquet de la Cour n'a pas été capable d'apporter les preuves. C'est à eux de démontrer que les gens sont coupables. Ce n'est pas aux accusés de démontrer qu'ils sont innocents. Maintenant, le procès est presque terminé. Il faut que la Côte d'Ivoire s'asseye pour tirer les leçons de son histoire. C'est de ça que je parle justement. Voilà, et c'est pas la CPI qui a fait ça, c'est ici à Abidjan. Très bien, très bien. Il dit bien, il faut que la Côte d'Ivoire s'asseye pour tirer des leçons de son histoire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut éviter d'utiliser certains lexiques qui peuvent faire perdurer l'histoire. C'est ça. C'est une situation que tout le monde a vécue dans la douleur. Je pense que les 3000 morts sont ici de tous les camps, et même de ceux même qui n'étaient pas alignés politiquement. Il faut qu'on tire une leçon de ça, qu'on ferme la page comme au Rwanda et qu'on développe notre pays, qu'on avance. Mais il ne faudra pas qu'on agite toujours le foulard rouge parce que finalement, on ne s'en sortira pas. Il y aura peut-être encore plus de morts.